Président Abdourahmane Baba Amadou, bonsoir. Bonsoir Thierry. Vous avez été porté à la présidence du RDDRC le 7 février dernier. Pourquoi avoir choisi de vous engager dans cette formation politique plutôt que dans d'autres partis déjà bien installés sur la scène politique camerounaise? Mais écoutez, c'est simple, il fallait prendre le leadership d'un parti politique et voilà, ceux qui sont déjà connus, qui ont pignon sur rue, voilà, c'était pas la même chose. Vous connaissez, je pense que vous le savez, hein, il y a très peu de partis aujourd'hui parmi les partis, les principaux partis politiques qui jouent à cette ouverture où on peut voilà venir comme ça et pour qu'il y ait une alternance. Donc il fallait aller chercher un parti politique à relancer, à construire, à développer, à structurer et à mettre en marche sur le plan national. Donc c'est en même temps aussi un défi. Oui, dites-nous, quelles sont les principales missions et priorités qui vous incombent en tant que président de ce parti? Je rappelle que c'est le Rassemblement pour le développement et la défense de la République du Cameroun. Voilà, d'abord il fallait quand même trouver un socle pour mener mes activités politiques avec ceux avec qui nous travaillons depuis très longtemps. Nous avons des idées et quoi de plus normal que de s'appuyer sur un parti politique, pas n'importe lequel. À partir du nom, vous voyez bien que voilà, c'est pas quand même non plus un parti qui est affilié au système en place. Donc voilà. Et aujourd'hui, le rôle qui est le nôtre, hein, parce que il y a toute une équipe et puis le président fondateur lui-même reste dans l'équipe dirigeante, il est membre de toutes les instances. Donc nous avons pour mission d'implanter ce parti, mais rapidement aussi voilà de trouver des candidats pour les prochaines échéances qu'on sait très proches, peut-être même trop proches. Bon, c'est vrai, c'est on se poser la question. Monsieur Abdourahmane Amadou arrive à peine dans ce parti et il est directement propulsé à la tête. Y avait-il pas d'autres candidats pour pouvoir peut-être aspirer à diriger? Malheureusement ou heureusement, il n'y en avait pas parce que là, il y a une ouverture qui a été faite. On avait la candidature et dans la salle on a bien encore répété et voilà, c'était la seule candidature. Vous savez, c'est pas facile hein, d'avoir un engagement dans notre pays. Vous savez, la démocratie au Cameroun, ce n'est que de nom et on est fliqué, on est pourchassé, on est tué, on est emprisonné. Et ça ne traîne pas de foule et en plus vous devez quand même mettre un peu du vôtre, beaucoup du vôtre, mettre de l'argent, ne serait-ce que tout au début pour faire décoller le parti, même comme on fait appel aussi, et nous comptons davantage faire appel à des contributions. Et écoutez, tout ça, c'est pas facile. Aujourd'hui, faire la politique au Cameroun, c'est mettre sa vie en danger. Et je pense que là, à partir de là, vous comprendrez qu'il n'y ait pas beaucoup de monde, beaucoup de candidats pour ce genre de responsabilité. Les élections législatives et municipales approchent. Ces échéances sont-elles déjà au cœur de la stratégie de votre parti? Et envisagez-vous des alliances avec d'autres formations politiques afin d'augmenter vos chances d'obtenir des sièges face au parti au pouvoir qui a carrément une bonne partie des sièges au niveau de l'Assemblée nationale, dans les communes également, il contrôle pratiquement la quasi-majorité? Vous savez, on ne parle pas de stratégie à la radio, mais ce que je peux vous dire, c'est que d'abord, le parti au pouvoir ne contrôle rien. On a vu lors de la présidentielle, on sait comment ces victoires sont fabriquées. Et aujourd'hui, ce qui change, c'est l'organisation en face. Il y a un certain nombre de leaders politiques, pour ne pas dire de formations politiques, qui se sont organisés, qui s'organisent mieux et qui arrivent à contrer toutes sortes de fraudes. Nous allons tirer tous les enseignements de ce qui s'est passé le 12 octobre. Vous savez, je ne sais pas si vous avez lu ma publication il y a quelques semaines déjà, au mois de décembre 2025, où je parlais des 12 leçons du 12 octobre, mais 12 du 12. Alors, aujourd'hui, on sait qui est qui.
qui fait quoi, on sait qui est vraiment opposant, qui ne l'est pas. Et vous savez bien que si vous-même vous regardez, il n'y a plus beaucoup d'opposants ou de partis d'opposition. Comment vous déterminez cela? Comment vous déterminez les vrais opposants? Donc, on l'a vu. Et vous voyez les marchandages qu'il y a par la suite. On l'a vu. Aujourd'hui, sauf si vous voulez vraiment, je pense que vous êtes suffisamment avisé pour observer et regarder. Ne comptez pas sur moi pour, voilà, vous donner des noms ou non. Vous êtes journaliste, je pense que vous êtes mieux outillé pour savoir aujourd'hui, pour savoir qui est vraiment de l'opposition. Et il y en a pas beaucoup, je le répète. Et ceux de l'opposition se reconnaissent, nous nous concertons, nous travaillons, et le moment venu, nous allons coordonner nos efforts, nous allons mutualiser nos efforts, nos moyens à tous les niveaux pour pouvoir permettre aux Camerounais, parce que c'est de ça qu'il est question, permettre à ce que la volonté des Camerounais ne soit pas volée, si on peut le dire de manière crue. Voilà, parce que c'est ça l'enjeu. Hein. Comment faire? On n'a pas de doute sur la volonté du changement, cette volonté forte et cette maturité politique du peuple camerounais aujourd'hui. Il faut comment faire pour empêcher le vol, la tricherie, les fraudes massives et parfois même assez ridicules et grossières. Oui, il faut dire que cette ouverture, telle que vous le disiez tout à l'heure, a souvent manqué aux acteurs de l'opposition, notamment lors des précédentes élections. On parle de l'élection présidentielle de 2025, où on a demandé aux acteurs quand même de pouvoir au moins se mettre ensemble sur un certain nombre de convictions. Malheureusement, ça n'a pas été toujours le cas. Et qu'est-ce qui vous fait croire que cette fois-ci, ça va marcher, justement, lors de ces élections? L'erreur, c'est de chercher à s'appuyer sur des partis politiques. Je vous ai dit, on sait qui est qui maintenant. Mais pour l'élection du 12 octobre 2025, les gens cherchaient à s'appuyer sur des gens qui déclaraient être des opposants alors qu'ils n'en étaient pas. Et c'est ça le problème. Il y aura toujours des gens qui vont trahir, des gens qui vont dealer, des gens qui vont venir jouer le rôle de cheval de Troie. Mais maintenant, le champ politique, l'échiquier politique est beaucoup plus clair, beaucoup plus lisible. Et on sait, je le répète encore, qui est quoi et qui fait quoi. Et à partir de ce moment-là, on a besoin que la coalition se fasse au niveau du peuple camerounais. C'est pour ça que la coalition qu'on a tenté de mettre en place pour l'élection présidentielle et qu'on reconduit cette fois-ci, celle de la deuxième mi-temps, c'est la coalition du peuple pour le changement. La coalition s'est faite au niveau du peuple concernant le ministre Chiroma, par exemple, lors de l'élection. C'est pas une affaire de parti politique. Donc, les Camerounais sont matures aujourd'hui et nous pensons que s'ils identifient une dynamique sérieuse et déterminée et une alternative claire, je suis convaincu que même à Douala, même à Yaoundé, même à Ebolova ou à Boya, nous allons pouvoir avoir des élus un peu partout au Cameroun, parce que c'est ce que les Camerounais recherchent. Ceux qui veulent vraiment changer les choses, ceux qui sont déterminés et qui ne vont pas dealer et qui ne viennent pas pour chercher les préventes. Là, moi, en termes de prévente, vous savez que je n'en ai jamais cherché. Et j'ai été dans le foot. Les intérêts étaient même peut-être plus importants que dans voilà, donc, alors moi, je n'ai jamais transigé, je n'ai jamais dealé avec qui que ce soit, je ne suis pas entré dans des compromissions, et si vous en avez entendu parler, j'ai répété à 1000 reprises que je n'ai pas de prix. Parce que, vous ne pouvez pas acheter quelque chose qui n'a pas de prix, qui n'est pas achetable. Voilà. Et donc, moi, aujourd'hui, je dis avec les autres, je dis aux Camerounais, je suis un homme d'honneur, je ne vais jamais trahir, je ne vais jamais dealer, je ne vais jamais. Et je serai le messager, l'un des messagers qu'ils voudront bien accepter, désigner, et on va venir avec une coalition. Et on va aller parler aux Camerounais. Et on va voir des listes à tous les niveaux, pas seulement forcément le RDDRC, non. Il y a beaucoup de petits partis. Et puis, il y a aussi, parmi les partis majeurs,
quand même, il y en a qui ont gardé leur dignité et sur qui on peut compter et des gens en qui on peut avoir confiance. Oui, vous partez justement à cette élection-là en tant que petit parti, vous l'aviez dit. Est-ce que ça ne joue pas déjà à votre défaveur lorsqu'on sait quand même que certaines mastodontes qui occupent cette tête politique depuis un certain nombre d'années vont vouloir vous imposer leur fonctionnement, leur stratégie. Est-ce que ça ne va pas faire problème à ce niveau-là? Je vous ai dit, et là je suis obligé de vous parler quand même un peu de stratégie, mais c'est pas une stratégie, il s'agit d'une lecture claire de l'échiquier politique, du contexte politique de notre pays. Regardez, avant la candidature ou même avant le mois de septembre, combien de Camerounais pouvaient prononcer le mot FSNC? Combien de Camerounais pouvaient imaginer au mois de juin, même au mois de juillet, combien de Camerounais pouvaient imaginer qu'on pouvait choisir Issa Chiroma Bakari, oui. Oui. Alors, vous voyez, je vous parle de la coalition du peuple. C'est pas une affaire de parti politique. Il faut savoir lire l'échiquier politique. Mais là, nous sommes dans les élections locales quand même. Là, c'est pas l'élection présidentielle. On est d'accord, mais les Camerounais restent les mêmes. Vous n'avez pas changé les Camerounais. Ils veulent le changement. Les Camerounais veulent le changement. Ils veulent identifier des dynamiques qui les portent vers ce changement, même au niveau local. Mais voilà. Et ils sont prêts pour ça. Et c'est pas une affaire de parti politique. Ceux qui n'ont pas compris ça, aujourd'hui, moi, RDDRC, c'est pour aller à Elekam. C'est pour les investitures. C'est administratif. Vous comprenez? Mais politiquement, les Camerounais, nous avons au Cameroun un peuple du changement qui est majoritaire maintenant depuis quelques années et on l'a vu en 2025. Ce peuple du changement, il est majoritaire au sein de la société camerounaise, du peuple camerounais et aujourd'hui, il peut faire la décision et ce peuple ne discerne pas, ne regarde pas la couleur politique. Si ce peuple regardait la couleur politique, personne n'aurait choisi le FSNC que personne ne connaissait pratiquement. Vous-même, j'imagine, vous n'aviez pas, au mois de juin ou de juillet 2025, je ne sais pas combien de fois vous avez eu, en tant que journaliste, à prononcer l'acronyme FSNC. Mais après, tout le monde a vu le ministre Chiroma, celui qui était déterminé, même comme il venait de sortir de ce gouvernement. Il est de cheminer pendant plus de 20 ans avec ce système. Les Camerounais ont analysé, ont vu qu'il pouvait leur apporter ce changement dont ils rêvaient par sa détermination et ils l'ont suivi. Mais est-ce que les Camerounais ne sont pas un peu découragés au regard justement des événements survenus pendant ces élections-là? Est-ce que c'est le même engouement, la même détermination? Parce que dans les rues, on semble lire un peu la déception sur le visage et le manque d'engagement pour la suite. Évidemment, c'est normal. C'est normal avec ce qui s'est passé. Beaucoup de gens se sont posé la question. À quoi servent finalement les élections? Si on organise des élections et après on tue les gens, et après on poursuit les gens, on les abat dans les rues, on leur roule dessus avec des chars. Mais écoutez, et à certains, on leur prive d'oxygène. Vous comprenez? Non. Mais après, quand vous regardez, et moi je l'ai dit, on a eu un débat assez important là-dessus. D'abord, laisser le RDPC aller seul aux élections locales. Le RDPC et ses alliés et ses affidés, c'est permettre la reconduction de cette majorité, de leur permettre d'assurer la transition et de capter encore les ressources du pays pendant les 50 prochaines années. Vous voyez un peu, là déjà on vous parle de la modification de la Constitution. De la Constitution, oui. Ne pas y aller, ce serait une grave erreur. Et en plus, si on n'y va pas, qu'est-ce qu'on fait? Parce que le seul endroit où un Camerounais peut exprimer sa volonté du changement sans être tué, sans être emprisonné ou sans être gravement blessé, c'est dans l'isoloir. L'isoloir reste, malgré les imperfections, l'isoloir reste le seul endroit sûr pour le Camerounais qui veut que ça change. Et on a bien vu que des gens étaient obligés de frauder, de manipuler, de changer les résultats de manière grossière. Ça veut dire que, voilà, on peut les battre. Et aujourd'hui, il faut tirer les leçons du 12, faire en sorte que les fraudes soient encore vraiment réduites et la configuration des élections locales. En réalité, l'élection municipale, c'est pas une élection locale.
c'est une élection nationale, parce qu'un député, les législatives, les députés, c'est la représentation nationale. Tout à fait. Mais il y a des circonscriptions, c'est pas une circonscription unique comme pour la présidentielle. Et donc, aujourd'hui, on peut, pour les mairies, les conseils municipaux, pour les députés, ça peut se gérer à taille humaine. Et on voit bien qu'il y a des circonscriptions où il faut seulement réunir 100 représentants pour surveiller les votes. Alors qu'avant, il fallait qu'un seul candidat réunisse jusqu'à 36 000 personnes pour aller, pour représenter. Donc, aujourd'hui, il est question de faire tout en relation avec les vrais partisans du changement. Il est question non seulement de priver le système de reconduire sa majorité absolue, mais de reprendre cette majorité-là pour vraiment imposer au pouvoir en place, qui est un pouvoir de fait, au président de fait, lui imposer ce qu'on appelle la cohabitation. Obliger à avoir un premier ministre qui ne soit pas du RDPC, un gouvernement qui ne soit pas du RDPC, et dans ce cas-là, et vous savez, si on a la majorité à l'Assemblée nationale, le budget est voté à l'Assemblée nationale. Tout à fait. On va revenir justement sur cette élection du 12 octobre dernier. On vous a vu très engagé, déjà même avant l'élection, pendant la campagne, dans la mobilisation des scrutateurs, les hommes et femmes d'honneur, comme vous les appelez, et aux côtés justement de l'opposition, notamment le candidat Issa Thiro Bakary. Cependant, après la proclamation des résultats, vous êtes resté relativement discret dans l'espace public. Bon, peut-être je me trompe, hein, je sais pas trop, mais d'après l'observation que j'ai pu faire, comment expliquez-vous justement ce silence observé à ce moment-là? Et je vais un jour parler de tout ce qui s'est passé, mais vous devez savoir que j'ai été une cible, et donc et grâce à Dieu, je suis là, je suis vivant, je vous parle, j'ai pas été blessé, j'ai pas été emprisonné, donc c'est pour vous dire. Donc tout à l'heure je vous parlais des risques qu'on prend. Donc j'ai été ciblé comme un certain nombre de personnes, et je m'étais aussi quand même imposé ce silence, parce qu'il fallait respecter la mémoire des morts, il fallait aussi observer, regarder et voir comment tout ça là, jusqu'où les gens étaient prêts à aller pour garder leur pouvoir, pour confisquer le pays. Et on a vu aujourd'hui. Donc c'est très clair. J'ai pas été comme certains ont cru bien de le dire. Je n'ai ni pactisé avec quelqu'un, et je n'ai pas non plus été emprisonné parce que j'ai vu mes photos qui se baladaient en disant que j'étais à Condéli. Non, j'ai pas été emprisonné. Je ne vois pas les raisons pour lesquelles on pourrait le faire, mais on est au Cameroun. Donc même pour rien, on peut vous enfermer, Et moi, je l'ai dit souvent sur un plateau télé, je l'ai répété à plusieurs reprises, je me suis déjà entraîné depuis des années pour être en prison, et c'est pas ça qui va mettre fin à mon engagement et à mes convictions. Selon vous, Monsieur Abdourahmane Amadou, qu'est-ce qui a réellement manqué à l'opposition pour remporter cette élection présidentielle face au président sortant Paul Biya? Mais en réalité, rien. Presque rien. Parce que quand vous avez un organisateur qui est contre vous, qui travaille pour votre adversaire, quand vous avez le Conseil constitutionnel qui travaille ensemble, qui coalise, Et il y avait, je peux dire, très peu de choses. L'élection, les Camerounais, le travail a été fait par les Camerounais. Ce n'était pas une affaire de l'opposition. C'était une affaire des Camerounais, et les Camerounais ont fait leur job. Ils ont fait un choix clair. Ils ont été matures, malgré les brumes, et tout, malgré les brouillages et tout. Les Camerounais, ont choisi leur bon diable, comme on dit, entre guillemets. Et aujourd'hui, on n'a pas grand-chose à redire. Il est question, on sait aujourd'hui, c'est clair. On nous a donné, le message est clair. Donc au Cameroun, il ne suffit pas seulement de gagner les élections, mais il y a d'autres choses qui rentrent en jeu, et je pense qu'on apprend tous les jours. Et quelqu'un disait, et je pense que c'est une des personnes célèbres qui l'avait répété encore il y a quelques années, c'était Feu Madiba, qui disait qu'il ne perd jamais, soit il gagne, soit il apprend, et il faut apprendre pas forcément de ses erreurs,
Voilà. Il faut apprendre des situations, des circonstances. Chaque jour, on apprend. Et c'est ça même le sens de l'intelligence. L'intelligence, c'est cette capacité de s'adapter à des situations nouvelles et de s'adapter sans cesse à des situations nouvelles. Et nous devons faire preuve d'intelligence, nous les Camerounais qui voulons le changement. Et je pense qu'on va y arriver. Là, aujourd'hui, on a en face de nous une autre configuration qui sont les élections législatives et municipales. Nous allons jouer à fond ces deux cartes-là. Et on verra ce qui va se passer et ce que Dieu va permettre. Vous savez, c'est d'abord lui. Il est vraiment, c'est le plus grand. Donc, on dit l'homme propose, c'est Dieu. Lui, il dispose. Vous ne pouvez rien faire sur cette terre. Vous pouvez être puissant, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais un matin, quand Dieu va dire c'est fini, c'est fini. Donc, voilà. Le candidat que vous avez soutenu à cette élection, Issa Chiroma Bakari, continue de contester les résultats du scrutin. D'ailleurs, il est en exil, on le sait tous. Il a récemment déclaré que son parti ne prendra pas part aux prochaines élections législatives et municipales. Pour un candidat arrivé officiellement deuxième à la présidentielle, estimez-vous que cette décision est stratégique ou risquée? Ben, écoutez, moi, j'ai eu à donner mon avis dès le mois de décembre. Il y a eu un débat, un large débat. J'ai donné, si vous visitez de temps à autre mon profil Facebook, ma page Facebook, je l'ai déjà dit. Nous, aujourd'hui, moi, je respecte la position du président Chiroma. Et je la comprends, cette position. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec cela. Parce que quand je regarde ce qui s'est passé en 1992 avec le SDF, le chairman Nijon Fundi, et quand je vois encore plus récemment le MRC en 2020, aujourd'hui, je pense que voilà, c'est difficile de prendre encore une option pour le boycott. Ce serait faire amener l'histoire à se répéter une troisième fois. Et je pense qu'après analyse, et ça, je suis allé vraiment dans le détail dans mes publications. Et je pense qu'il ne faut pas boycotter, il faut y aller. Et on respecte, tout en respectant sa position. Je dis maintenant, il faut s'adresser aux Camerounais parce que ce sont les Camerounais qui l'ont désigné, qui l'ont choisi. Et aujourd'hui, nous, on va parler aux Camerounais, au peuple du changement, pour leur expliquer pourquoi nous ne devons pas boycotter, pourquoi nous devrions persévérer. Moi, je pense que, et je l'ai dit, je vois le verre à moitié plein. Je ne vois pas le verre à moitié vide. Et j'estime qu'aujourd'hui, le RDPC ou le système via RDPC est à genoux et ce serait une erreur de leur laisser la possibilité de se régénérer. Je pense qu'il faut encore aller à l'assaut et pour les mettre complètement par terre et ces élections qui arrivent. D'ailleurs, on voit bien qu'ils hésitent. Ils essayent de trouver des solutions pour que ces élections n'aient pas lieu aux dates prévues. Donc voilà, on va voir ce qu'ils vont nous servir avec la session qui va s'ouvrir là, la session parlementaire. On évoque une possible modification de la Constitution ou de la loi électorale ou un redécoupage électoral des circonscriptions. On va les redéfinir, on va peut-être augmenter le nombre de députés, il n'y a pas de problème. Mais on ne va pas reconfigurer les Camerounais. Ceux qui veulent le changement sont toujours là. On ne va pas les découper, eux. Même si on découpe la carte électorale, les Camerounais, on ne va pas les découper. Ils vont toujours ces Camerounais qui vont répondre, qui vont venir. Et le moment viendra, le temps de la campagne électorale, de la pré-campagne, où on va s'adresser au peuple du changement, leur montrer la nécessité de se relever, même à ceux qui sont découragés, moi je les comprends, qui en ont souffert dans leur chair, ceux qui ont perdu des membres de leur famille ou qui ont subi des atrocités. Je pense que on n'a pas d'autre choix que de se relever et d'aller à l'assaut et de terminer le boulot. Oui, revenons justement à ces événements qui ont marqué l'après-scrutin présidentiel. L'un des acteurs importants de la campagne de Issa Chiroma Bakari, Anissé Sekane, est décédé en détention après avoir été arrêté pour avoir proclamé la victoire de son candidat avant l'annonce officielle des résultats. Sa dépouille n'a été restituée à sa famille qu'après 3 mois. Par ailleurs, des centaines de Camerounais restent détenus dans, je vais dire encore dans les prisons, dans les cellules, pour avoir contesté la décision du Conseil constitutionnel. Quel regard portez-vous justement sur ces événements et sur la gestion de la période post-électorale par les autorités camerounaises?
Je l'ai dit, j'ai dit que aujourd'hui, on risque sa vie quand on veut le changement. Vous risquez votre vie. Et c'est pour ça que je dis aux Camerounais, il n'y a que l'isoloir, il n'y a que dans l'isoloir la majorité des Camerounais. Et donc, c'est dommageable. Et c'est dommage. Ça donne une mauvaise image de notre pays. Et les gens font comme si le monde va s'arrêter et puis le Cameroun va s'arrêter. Non, le Cameroun va continuer. Et peut-être même certains auront à rendre des comptes le moment venu. Donc, vous comprenez? Et tout ça fait que aujourd'hui, ça doit nous amener à nous lever et à aller priver ce système de la majorité. Parce que ceux qui sont emprisonnés, comment vous faites pour les sortir? La seule chose, à mon avis, c'est d'aller aux élections et de gagner les élections, de prendre le contrôle du Parlement. Parce qu'aujourd'hui, on peut prendre le contrôle de l'Assemblée nationale pour refaire les lois et tout. Et puis aussi, on peut, dans 2 ans, prendre le contrôle du Sénat. Vous comprenez? Non, mais déjà, si vous avez le contrôle de l'Assemblée nationale, mais c'est la chambre basse, c'est elle qui fait tout. Le président de l'Assemblée peut voter une loi même si le Sénat n'est pas d'accord, et le président de l'Assemblée peut promulguer une loi si le président de la République ne le fait pas 15 jours après transmission. Vous comprenez, les pouvoirs de l'Assemblée, nous devons aller chercher les pouvoirs, nous devons amener les Camerounais à commencer à récupérer leur pays. Le jour où on aura un premier ministre de l'opposition, des ministres de l'opposition, écoutez, beaucoup de choses peuvent se passer. Ces gens peuvent être libérés parce qu'on va pouvoir probablement exiger aux magistrats qui sont là, qui étouffent aussi, qui étouffent, qui n'ont pas d'autre choix parfois que de faire ce qu'ils sont en train de faire. Moi, je n'explique pas, je n'excuse pas, mais on pourrait avoir un environnement beaucoup plus sain où les droits humains seront respectés, où le droit tout simplement serait respecté, et ces gens pourraient sortir de la prison, on pourrait réparer pour d'autres. Vous comprenez? On peut avoir des réparations. Mais il faut aller récupérer ce pouvoir, ne serait-ce que ce pan de pouvoir. Parce que si nous avons la majorité à l'Assemblée, le président devient en réalité comme un pot de fleurs, même dans ce régime hyper présidentialiste. Que ferait le président s'il n'a pas la majorité? Et donc nous devons aller, si nous voulons honorer le sacrifice de M. Anissé Kané, si nous voulons honorer sa mémoire, respecter ce qu'il a fait, parce que c'est le sacrifice suprême qu'il a consenti. Il a été, c'est quelqu'un que je connais, et là, ces derniers mois, pour ne pas dire ces dernières années, il s'est racheté de tout ce que les gens lui reprochaient. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour ça. Et vous comprenez, ce sacrifice ne doit pas être vain. Nous ne devons pas rester chez nous lâchement ou en se décourageant. Non, nous devons aller en sachant que ce pouvoir, il est à genoux. Et si on lui prend les mairies et les sièges de députés avec une majorité absolue, ce serait le début de la fin de ce système. Donc voilà. Moi, je pense que c'est vers là qu'il faut aller pour soulager ceux qui sont là. Sinon, ils vont rester 10 ans en prison. Je ne sais pas combien d'années. Mais pour certains, ils ne seront même pas jugés. Pour abonder dans votre sens, c'est vrai que vous parlez des élections qui sont capitales. Le peuple devrait se baser sur ces élections-là pour renverser la tendance. Mais il y a des observateurs, certains observateurs justement, qui pensent que le pouvoir déjà en place pour apaiser les tensions et restaurer la confiance entre les citoyens et les institutions qui sont en place devrait justement prendre des mesures fortes. Dans ce contexte, le gouvernement a récemment évoqué l'invitation du pape Léon XIV au Cameroun. Pensez-vous qu'une telle visite pourrait contribuer à réconcilier les Camerounais, notamment dans un pays constitutionnellement laïque? Écoutez, le pape, c'est une personnalité religieuse, morale, de très très haut niveau. Et attendons voir. Je pense qu'il connaît le Cameroun. Et il a été au Cameroun. Il a séjourné au Cameroun. Et aujourd'hui, il revient en tant que pape. Et il connaît le contexte politique. Il a reçu des courriers, il a été briefé et il sait où il met les pieds. Et je suis convaincu que si il n'avait pas l'intention de jouer un rôle positif, il n'aurait pas accepté de venir. Il serait resté au Vatican. En acceptant d'inclure le Cameroun, moi j'ai confiance. Je pense qu'il va essayer d'insuffler un peu d'humanité à ces gens, parce qu'on a bien vu que
lors de la crise post-électorale, on n'avait pas affaire à des êtres humains. Il y avait des gens qui ont perdu leur humanité depuis longtemps. Et ça s'est manifesté encore de manière crue, visible. Ils n'ont aucun sentiment pour personne. Je me dis même peut-être même pour leurs propres enfants, même ces gens. Donc voilà, le pape va peut-être leur parler de Dieu, mais aussi va trouver les mots justes pour les amener à reconsidérer les choses, notamment le président Biya, vu son très grand âge. Je pense que aussi c'est une chance pour lui, voilà, de parler au pape et peut-être de se racheter en quelque sorte, entre guillemets. Attendons voir. Mais la visite d'un pape ne peut pas être un événement fin. C'est pas possible. Et quand on voit que c'est le troisième ou la quatrième visite papale que nous avons au Cameroun, ça montre que le président Biya accorde beaucoup d'importance voilà, à l'Église catholique, lui-même fils de catéchiste. Et je pense que espérons que c'est l'occasion pour lui de revenir voilà, à des choses beaucoup plus humaines et de peut-être prendre les mesures qu'il faut pour laisser un Cameroun qui ne va pas brûler, qui ne sera pas à feu et à sang. Un Cameroun qui va pouvoir survivre à son long règne. Ok, Monsieur Abdourahmane Baba Madou, vous êtes le président du Rassemblement pour le développement et la défense de la République du Cameroun. Un dernier message à l'endroit des militants et les sympathisants justement qui vous écoutent et qui certainement vont vous rejoindre dans votre parti politique très bientôt. Oui, nous avons un parti politique comme un instrument institutionnel, mais le plus important, c'est la dynamique que nous voulons mettre en place pour aller à ces élections qui arrivent. Et nous allons nous organiser pour venir à Douala, nous serons à Yaoundé, nous serons dans le Grand Nord, nous serons dans la plupart des régions du Cameroun et nous allons parler aux Camerounais. Et moi, j'appelle les Camerounais à ne pas se décourager, surtout le peuple du changement, à ne pas se décourager, à s'organiser. Et nous, évidemment, nous faisons beaucoup d'efforts pour trouver, malgré cette ambiance un peu morne, nous faisons beaucoup d'efforts pour trouver des candidats pour des mairies, au poste de conseillers municipaux, des candidats à la députation. Et nous avançons. Petit à petit, nous avançons. Et je pense que ce qu'on a fait en un mois, c'est vraiment considérable malgré le ramadan qui a commencé, qui a un peu ralenti les activités sur toute la partie Grand Nord, y compris même dans les grandes villes. Yaoundé, Douala, aujourd'hui, on ressent quand même que ce n'est pas la même chose, c'est pas la même vivacité qu'il y a. Donc, moi, j'appelle les Camerounais à croire et à ne pas se décourager et aller vers l'avant. Nous avons un verre à moitié plein. Nous devons le remplir, ce verre. Et l'occasion nous sera probablement donnée lors des prochaines échéances électorales, les municipales, les législatives. Nous devons nous lever, organisons-nous. Il y a très peu de gens aujourd'hui qui peuvent se revendiquer vraiment de l'opposition et qui peuvent dire qu'ils veulent le changement. Et ils sauront les reconnaître et on va venir humblement vers eux pour solliciter qu'ils nous envoient parce que nous ne sommes que des messagers. Tout ce qu'on sollicite, c'est qu'ils nous donnent un mandat pour aller les représenter. Et aujourd'hui, vous voyez bien que ceux qui sont à la tête du Cameroun sont devenus les propriétaires du Cameroun. Et on a inversé les rôles, alors que c'est les Camerounais, c'est le peuple camerounais qui est propriétaire du Cameroun. Là, maintenant, nous avons des dirigeants qui sont censés avoir été choisis par nous-mêmes, mais qui font de nous des esclaves. Ils sont devenus nos propriétaires. Non seulement ils sont devenus les propriétaires du Cameroun, mais ils sont devenus aussi les propriétaires des Camerounais. Ils tuent les Camerounais quand ils veulent, ils les emprisonnent quand ils veulent, ils donnent le travail à qui ils veulent. C'est-à-dire que c'est tout, ils soignent ceux qu'ils veulent, ils laissent mourir ceux qu'ils n'aiment pas. Vraiment, on est devenus voilà. Nous devons mettre fin à tout ça et ce n'est qu'en allant vers les élections. Moi, je suis un pacifiste, je suis un républicain. Je vais jamais accepter de choisir ou d'emprunter d'autres voies que celles prévues par les institutions, la Constitution, les lois. Et je pense que en mettant de l'intelligence, nous pouvons gagner parce que il y a très peu d'intelligence chez eux. Ils ont construit un système en se basant sur la médiocrité. Ils ne recrutent que des médiocres. Il y a un avantage et il y a un inconvénient.
Quand vous n'avez que des médiocres en majorité dans votre groupe, quand il faut mater, quand il faut brutaliser, quand il faut tuer, les médiocres sont solidaires parce qu'ils savent qu'ils sont là, pas parce qu'ils méritent, mais parce que c'est vraiment la bestialité qu'ils doivent montrer pour mériter d'être là. Mais dès que ça se déplace sur le terrain de la politique véritable, de l'intelligence, de la réflexion, ils sont perdus. Ils ont très peu d'intelligence. La majorité, 90% des intelligences du Cameroun, sont à l'extérieur du système dirigeant. Vous comprenez? Et donc, si nous ensemble, nous allons les défier et nous sommes plus intelligents que ceux qui pensent qu'ils ne peuvent utiliser que la force. Mais nous devons les amener sur le terrain de l'intelligence. Voilà, ça sera cerveau contre cerveau au lieu que ce soit muscle contre muscle ou bien revolver ou mitraillette ou je sais plus AK combien 47 ou bombe ou char contre des êtres humains désarmés. Abdourahmane Amadou Baba, merci infiniment d'avoir accepté de vous soumettre à cet entretien sur Écho 237. Je vous remercie, Jerry. Je suis toujours là. En cas de besoin, n'hésitez pas. Je vous remercie pour cette invitation. Je salue tous ceux qui nous écoutent. Merci infiniment et bonne soirée depuis Garoua. There are events, and then there are those that bring together a people, a vision, and a future. Get ready for a historic gathering. The very first edition of the Cameroonian Cultural Festival of North America is here. From May 29 to May 31st, 2026, join us at the Catholic University of America, 620 Michigan Avenue Northeast, Washington, D.C. 20064 for 3 exceptional days of culture, influence, and opportunity. On the program, a high-level business forum connecting entrepreneurs and decision-makers, a prestigious VIP gala night, live concerts, a grand cultural evening, a giant barbecue, sports tournaments, and inter-community competitions with over $10,000 in prizes. Companies, advertisers, sponsors, and patrons, this is your opportunity to position your brand at the heart of an event attracting a dynamic diaspora, an engaged audience, and a network with strong economic power. Associate your brand with excellence, gain premium visibility, create connections that matter. Theme 2026, Cameroonian culture and living together. Don't just watch history happen, become part of it. Cameroonian Cultural Festival of North America, where culture meets opportunity. Contacts +1 443 254 5046 +1 202 300 9735. Your brand deserves this stage.